Eh bien, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien aujourd'hui. J'ai eu quelques problèmes de micro ces derniers jours, donc si vous entendez un grésillement, dites-le moi tout de suite. Peut-être que ça va être assez difficile à entendre. Et bah, je vois qu'il y a Julien qui est en train de commencer à écrire. Salut Julien, est-ce que le son est bon? Est-ce que tu m'entends bien? Ok, pas de problème. Bon, bah écoute, si il y a de la friture au niveau du micro, n'hésitez pas à me dire, je l'enlèverai. Et normalement, le micro de l'ordinateur est aussi très bien. Eh ben, je suis très heureux de pouvoir faire votre connaissance aujourd'hui. Bah, je pense en particulier aux personnes qui commencent à se manifester, donc Julien, Priscilla, Martin, Nirvana, etc., etc. Je dis aussi bonjour à tous les autres. Il y a peut-être des personnes qui sont en train de déjeuner aujourd'hui. Merci de prendre un peu de temps du coup sur cette pause pour passer ce moment avec moi. Je vais faire en sorte, je vais faire vraiment mon maximum pour créer le plus de valeur avec vous pendant l'heure qu'on a ensemble. Je vais vous partager vraiment tous les conseils, toutes les observations, toutes les remarques que j'ai pu me faire en plaçant des centaines de profils là sur ces dernières années, donc dans des startups et dans des scale-up tech. Évidemment, une heure, c'est court, donc je ne pourrais pas tout dire, mais vraiment, je vais faire en sorte que voilà, ça crée le plus de valeur de votre côté, que vous puissiez en retirer le plus de choses et que ça vous aide évidemment à progresser dans votre réflexion. Il y a peut-être des personnes qui vont se dire, en fait, ces métiers, en fait, j'ai un doute quand même, c'est peut-être pas forcément fait pour moi. Et puis il y a peut-être des gens qui vont se dire, en fait, j'avais une intuition et je pense que c'est la bonne, donc j'avance, je continue ma réflexion et pourquoi pas, du coup, évidemment, je postule, je me forme ou voilà, il y a plein d'autres options aussi qui sont possibles. Voilà. Dans tous les cas, on a 1 heure devant nous environ et voilà, je vais essayer d'être de délivrer le plus de valeur pour vous pendant ces 60 minutes. On va démarrer tout de suite. Du coup, il est 13h03 et je vais vous partager mon écran. J'ai préparé quelques infos qui vont guider ma pensée du coup. Ok. Ok, normalement vous voyez bien mon écran. Est-ce que c'est alors attendez, je vais le zoomer peut-être un petit peu plus pour tout le monde. Hop, on va démarrer par le début. OK, donc là, a priori, vous voyez bien. N'hésitez pas à m'interrompre, n'hésitez pas à me poser vos questions aussi, bien sûr. Plus c'est interactif, mieux c'est. Moi, je vais essayer d'être exhaustif et de, encore une fois, partager le plus de tips, le plus de hacks possible pour vous aider à devenir business développeur. Mais voilà, s'il y a des choses qui sont pas claires, s'il y a des anglicismes, s'il y a des acronymes, s'il y a des choses pas assez bien, vraiment, posez la question dans le chat. Je vais faire des allers-retours assez régulièrement entre le chat, du coup, et la présentation. Et je pourrais du coup évidemment répondre à ces questions. Donc je compte sur vous pour ça. On va démarrer tout de suite. Je vais faire une petite introduction. On a vraiment beaucoup de choses. Enfin, j'ai énormément de choses à dire aujourd'hui. C'est un petit peu parfois un de mes défauts. J'essaye d'en mettre trop dans un temps trop réduit. Donc je vais essayer de faire très court sur l'introduction. Euh, pour démarrer, bah, bah, bien, qu'est-ce que c'est? C'est un métier où en fait, la finalité, c'est de développer le chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est de vendre, c'est d'aller chercher de nouveaux clients, d'échanger avec eux, de comprendre leurs besoins, et puis après, progressivement, évidemment, de les convertir en clients. Donc ça, c'est la finalité. La finalité, c'est la même que celle qu'un commercial, du coup. Donc c'est vraiment développer les ventes, quelle que soit la manière dont on s'y prend. Parfois, vous allez aller conquérir de nouveaux clients. Et ça peut être aussi développer le chiffre d'affaires, développer le revenu d'un portefeuille de clients, même si ça, c'est un peu plus ce qu'on appelle un account manager, du coup. Donc la finalité est la même qu'un commercial. Là, on va retrouver des différences majeures. C'est que dans un premier temps, le business developer, il va commercialiser une solution innovante, donc principalement du logiciel. Ça, c'est une première différence importante et qui a des implications énormes. Je ne vais pas revenir de trop sur ça aujourd'hui. Et, en tant que business developer, du coup, vous allez pouvoir délivrer beaucoup plus de valeur chez votre client. Vous allez être sur des problématiques et sur des échanges qui vont être beaucoup plus intéressants que ceux d'un commercial. Donc ça, c'est une première différence. Deuxième différence que vous allez avoir, le business developer, il va utiliser des canaux d'acquisition de clients, des canaux d'acquisition innovants. Il doit faire son job de manière innovante. Si vous commercialisez une solution innovante, mais que vous le faites de manière très traditionnelle, vous n'allez pas vraiment être un business developer du coup. Un exemple de canal d'acquisition innovant, vous pouvez utiliser des outils qui vont vous permettre de créer des séquences de prospection intelligentes, multicanales, les plus personnalisées et les plus automatisées possibles. Vous voyez, donc ça, c'est un outil typique qui va être utilisé par un business developer. C'est un métier qui
recrute énormément. Pourquoi? Parce que, je vais, enfoncer, vraiment, une porte ouverte, mais l'écosystème tech, l'écosystème digital, ce qu'on appelle les startups, ce qu'on appelle aussi les scale-up, du coup, maintenant, pour les plus grosses startups, c'est un écosystème qui est en train évidemment de prendre de plus en plus de place dans nos vies, au quotidien. C'est une vraie vague, du coup. C'est des entreprises qui, jusqu'à il y a une dizaine d'années, levaient quelques dizaines de millions d'euros, donc elles recevaient de la part d'investisseurs des investissements de quelques dizaines de millions d'euros. Aujourd'hui, on est sur des centaines de millions d'euros. Je pense que, dans pas si longtemps que ça, on apprendra qu'il y a des scale-up qui ont levé, potentiellement quelques milliards d'euros, du coup. Puisque quand on regarde l'évolution, c'est, le chemin qu'on prend aujourd'hui. Là, je ne les ai pas mis ici. Quelques très grosses levées de fonds en 2020, en pleine période Covid. Vous avez Miracle qui a levé 300 millions d'euros. Miracle, c'est une solution qui permet de créer des sites, alors qui permet d'ajouter une brique de marketplace sur votre site internet. Je vous donne un exemple, vous appelez Decathlon, vous avez votre site de e-commerce, vous avez tous vos produits que vous avez en stock, etc., que vous mettez dessus. En fait, aujourd'hui, vous allez sur le site de Decathlon, vous pouvez indirectement accéder à plein d'autres sites marchands. C'est comme sur Amazon, quand vous voyez qu'il n'y a pas que des produits Amazon, il y a aussi des produits d'autres marchands. Miracle permet pour des retailers, du coup, d'aller vraiment à l'étape du dessus après le simple e-commerce. Vous créez vraiment des marketplaces sur votre site. Donc ça, c'est un exemple avec Miracle. Il y avait aussi Content Square qui a levé 200 millions d'euros, donc que j'ai pas mis ici également, il y a quelques mois, à nouveau en pleine période Covid. Donc en fait, quand vous avez un développement aussi fort, quand vous avez des levées de fonds aussi fortes déclenchées par derrière, ça va faire, comme vous pouvez vous en douter, énormément de postes de sales, de business developer et d'account manager qui vont se créer. Donc ça, c'est un point qui est évidemment hyper important. Et salut Charles, du coup, ah non, j'ai une question du coup dans l'onglet questions. Très bien. La licorne, la définition, Julien, normalement, c'est une valorisation supérieure à 1 milliard de dollars. Voilà, donc en France, il n'y en a pas énormément. Je crois qu'il y en a une quinzaine aujourd'hui. Aux États-Unis, il y en a pour le coup quasiment plusieurs centaines. Donc voilà la définition qu'on donne aujourd'hui de ça. Donc, vous avez un essor extrêmement fort de ces entreprises qui recrutent beaucoup et c'est des métiers en parallèle qui ont beaucoup changé. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont un parcours en marketing. Aujourd'hui, en marketing, tout le monde parle vraiment de chiffres. Tout le monde a une approche qu'on dit, c'est encore un anglicisme, mais on parle d'une approche ROIste. ROI, donc Return on Investment. Donc, on parle d'une approche où dès qu'on raisonne, dès qu'on fait des choix, dès qu'on planifie des choses sur le marketing, on va vraiment raisonner avec des chiffres. Là où il y a 50 ans, vous balanciez un budget à plusieurs millions, peut-être de francs, du coup, à la radio, à la télévision, dans des journaux, etc., vous ne pouvez pas vraiment mesurer. Aujourd'hui, quand vous faites de la publicité en ligne, vous pouvez tout mesurer très finement. Donc, il y a vraiment une révolution. Le sales, aujourd'hui, est en train de vivre la même révolution avec l'essor d'un très grand nombre d'outils liés à la data, notamment, et un très grand nombre aussi d'outils qui permettent de mieux faire son job au quotidien, qui permettent d'automatiser, donc de gagner finalement en quantité, et qui permettent aussi d'être beaucoup plus fin dans ces approches, donc de gagner en qualité. Vous avez tous ces nouveaux outils qui apparaissent et qui font qu'aujourd'hui, un business developer ne fait pas son métier de la même manière qu'un commercial. Donc évidemment, il y a des personnes qui vont maîtriser ces outils, qui vont savoir comment ça fonctionne, qui vont savoir que ça existe évidemment aussi, qui vont les utiliser. Et puis il y a les autres personnes qui fonctionnent de manière un peu plus traditionnelle et qui, elles, sont amenées tout simplement à être de plus en plus à la traîne. Alors évidemment, il y a toujours des industries qui résistent mieux que d'autres, des industries où il y a vraiment des barrières à l'entrée, des barrières légales, des barrières technologiques, etc. etc. Mais globalement, il y a assez peu d'industries qui vont qui vont échapper du coup à cette vague. Et évidemment, les business developers sont aux avant-pointes. Ça se dit aux avant-pointes? Non, à la pointe ou aux avant-postes, pardon, pour du coup tout simplement être ceux qui vont obtenir le plus de performance sur ce côté développement commercial. Alors, déjà, donc ça, c'était une petite introduction. Je voulais quand même rappeler ces éléments de contexte qui sont hyper importants et qui sont aussi sans doute ceux pour lesquels vous êtes face à moi aujourd'hui. Et on va pouvoir du coup entrer maintenant dans le vif du sujet. A priori, vous souhaitez devenir... Alors attendez, je vais remettre le partage d'écran de la bonne manière. Hop, parce que je l'ai coupé, il me semble. C'est bien ça. Ça revient. Soyez pas impatients. Ça arrive tout de suite. Et voilà, on est bon. Donc vous êtes devant moi, on est ensemble aujourd'hui sur ce webinaire, a priori parce que vous souhaitez devenir business developer, ou en tout cas vous vous intéressez, vous posez des questions par rapport à ça. Et
La bonne nouvelle, c'est que des personnes comme vous, on en rencontre plusieurs dizaines tous les jours. On a eu évidemment plein d'alumni sur nos sessions, plein de personnes qu'on a rencontrées qui étaient journalistes, communicants, parfois militaires, mannequins. C'est l'email que j'avais envoyé d'ailleurs, la petite amorce, la petite accroche que vous avez préparée. On a eu des personnes qui étaient commerciaux ou commerciales au féminin avant. Bref, on a eu des personnes avec des parcours très différents. Ils étaient tous dans la posture, dans la position dans laquelle vous êtes aujourd'hui, de se dire, OK, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que j'ai envie de le faire? Comment je peux y arriver? C'est quoi? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? Qu'est-ce qu'on me cache aussi? Et comment est-ce que je peux avancer? Et quel est le chemin qui s'offre à moi devant? Quelle est la route que je peux prendre si dans un an j'ai envie de devenir bizdev et que j'ai envie d'être, je sais pas, dans une startup comme Skello, 360 Learning, Alan, etc., etc. Donc voilà, ils étaient tous dans votre posture, dans votre position, et voilà, il y a des personnes après qui ont réussi à franchir le pas. Et l'objectif du coup là des 50 minutes qu'on a devant nous aujourd'hui, ça va être que je puisse vous donner le plus possible de conseils pour vous aider dans cette voie-là. Alors, premier conseil, non des moindres, et je fais un petit coffee refill avant de vous livrer ça. C'est le moment où il ne faut pas s'étouffer parce que sinon je vais recouvrir mon écran de café et je vais passer un mois, ça fera un bon bêtisier, mais ça va, tout s'est bien passé. Premier conseil, et je vais vous partager des infos par rapport à ça, de moi, ce que j'ai vu sur les bootcamps qu'on a organisés, de qui étaient les top performers et avec quelles personnes, éventuellement, parfois on s'est dit, OK, en fait, on s'était trompé, c'était quelqu'un qui, on pensait qu'il y avait un potentiel extraordinaire, et puis bon, c'était bien, mais c'était pas non plus voilà, les espoirs extraordinaires qu'on avait. Donc, on a cette expérience d'avoir vu passer ces personnes-là, d'avoir fait passer en entretien à travers tous les entretiens, le process de sélection des bootcamps qui sont, j'en profite pour le dire et je le dirai un petit peu après aussi, mais qui sont des formations sélectives du coup. On a vu passer ces personnes, on a mesuré leurs performances et leurs résultats en formation, on a vu comment après ils avaient évolué aussi. On a vu qui avait été promu au bout de parfois 3 mois, c'est déjà arrivé, parfois 6 mois et parfois du coup 1 an. Alors attends, 3 mois, parce que là j'anticipe une question qui c'était déjà. On a une personne qui évolue au bout de 3 mois. C'est Ménélique, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est Ménélique chez Captain Contrat. Du coup, Ménélique Maningou, il était sur notre session de, je crois que c'était octobre 2020, du coup, donc assez récente. Et il est passé au bout de 3 mois de SDR à compte exécutif. Vous pouvez le vérifier aussi d'ailleurs, évidemment, sur LinkedIn. Donc bref, on a vu qui cartonnait un peu moins. Et évidemment, on en a tiré des conclusions. On en parle même tous les jours, nous, au sein de l'équipe. Il y a un certain nombre de qualités qui sont hyper importantes. Soit il faut les avoir déjà, c'est l'idéal, vous allez gagner du temps. Soit il faut avoir envie de les développer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous dites, OK, l'organisation, c'est pas forcément mon point fort, bah, soit il faut que vous ayez envie de le développer du coup, soit bah, il faut vous dire, OK, à la base, déjà, c'est une de mes forces. Si vous êtes quelqu'un de désorganisé, ça ne veut pas dire que c'est forcément cuit pour vous, mais ça veut dire qu'il faut que vous soyez bien conscient que ce ne sera pas votre point fort et qu'il faut que vous mettiez en place un certain nombre de choses, d'outils par exemple, qui vont vous aider à travailler de manière plus organisée. Je vais revenir sur ça un peu en détail. Heu, Première qualité la plus importante, qui pour le coup est vraiment indispensable. Autant je vais vous dire quelque chose, un sales qui ne serait pas organisé, ou un business developer, s'il a d'autres qualités, notamment celle-ci au-dessus et en dessous, ça va le faire. C'est pas, ça va le faire. Mais en revanche, il y a une qualité qui est vraiment cruciale, c'est l'abnégation, la résilience, le dynamisme. Souvent, ça va avec le fait d'aimer se fixer des objectifs élevés et de tout faire du coup pour les atteindre et de pas baisser les bras. Et voilà, et de prendre du recul par rapport à ces missions et de se dire, comme on est un business developer, comme on va parler avec des prospects, des personnes tous les jours, OK, il y a eu un échec sur ce dossier-là. J'étais en troisième ou quatrième entretien avec ce client. Il m'avait dit que la proposition commerciale devait être approuvée par le board aujourd'hui à 13 heures. Il m'avait dit qu'il y avait 95% de chances que ça le fasse. Ça ne l'a pas fait. Voilà, il fait arrêt de semaine prostré. Il ne faut pas avoir passé
évidemment, d'avoir tout misé sur cette chose-là, sur ce dossier-là. Alors là, c'est facile à dire évidemment. On se dit: «Mais pourquoi passer une semaine, comme ça, moi je suis capable le lendemain» et cetera. Non, mais en fait, parfois c'est vraiment très dur parce que quand on a beaucoup investi beaucoup de temps dans quelque chose, et que ça marche pas, ou même quand on a un profil assez junior et qu'on va être tourné sur la prospection, bah, faut pas avoir peur non plus d'entendre des non. Un business developer junior qui n'entend pas 10, 15 ou 20 noms par jour, c'est juste qu'il ne fait pas assez de choses pour entendre suffisamment de noms, en fait. Donc, c'est un métier aussi où il faut euh, enfiler un costume, du coup, il faut rentrer dans un rôle où, bah, par exemple, quand vous êtes dans la partie de votre métier où vous allez faire de l'appel à froid, où vous allez vraiment vous mettre dans le dur et appeler des personnes pour essayer, par exemple, de détecter des opportunités parce que c'est des personnes à la fin de votre séquence de prospection, vous n'avez trouvé aucun moyen de les contacter, etc. Et vous voyez, bon, c'est des gens qui ne sont pas très chauds, vous devez forcément tous les jours aussi vous mettre dans le dur, du coup, les contacter, les appeler, évidemment. Et ça, c'est pas facile. Il y a des gens qui sont un petit peu, qui deviennent un petit peu tétanisés, qui n'arrivent pas à faire la part des choses entre le professionnel et le personnel. Et il y a des personnes, au contraire, qui arrivent très bien à faire ça et qui, du coup, bah, ont beaucoup de résilience, beaucoup d'abnégation. Et c'est des personnes aussi, ça rejoint cette dernière qualité, qui vont faire l'extra mile, donc qui clairement vont être tout sauf paresseux et ils vont se dire, OK, là, cette semaine, j'avais potentiellement 200 comptes à contacter. J'avais 200 interlocuteurs avec lesquels il fallait que je fasse au moins une sortie d'échange. OK, là, j'ai eu un petit peu moins, un peu des résultats un peu moins bons cette semaine. En fait, je ne vais pas aller en faire 200, je vais aller en faire 250. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un sacrifice, ça veut dire bosser un petit peu plus, que ce soit arriver plus tôt le matin ou éventuellement avoir une pause déjeuner un peu plus courte, etc. Donc ça, c'est une première qualité essentielle. Il y a une deuxième qualité qui est importante, très importante aussi, c'est sur la partie un peu plus soft skills, donc capacité à bien communiquer, à bien incarner. C'est le troisième point que vous voyez ici. Écouter. On parle d'écoute active, donc poser vraiment les questions au bon moment, poser les bonnes questions au bon moment, du coup. Sur cette partie écoute, il y a même des personnes qui parlent parfois, c'est quelqu'un de l'équipe ici qui adore parler de ça. On parle d'écoute proactive, du coup, donc vraiment être dans un état de concentration absolue avec la personne en face de vous. Et c'est pas facile parce que on peut se dire, OK, je suis en train de penser à ma trame de questions, je suis en train de, voilà, il faut que j'aborde tel ou tel point. Donc, on dit oui, oui, on écoute la personne, mais en fait, on n'écoute pas vraiment. Et du coup, c'est très important d'arriver, d'être capable de faire preuve de cette qualité. C'est vraiment un terme, la qualité d'écoute. Il y a des personnes qui ne sont pas capables d'avoir cette qualité. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille. Si on y pense à chaque fois, du coup, qu'on est face à une personne, que ce soit sa famille, ses amis, ses prospects, ses clients, son boss, ses employés, et cetera. C'est une qualité effectivement qu'on peut travailler. Il y a aussi comment dire? Même des pays, qui forment du coup à ça. Je crois qu'au Danemark, depuis les années 90, ça fait partie des enseignements obligatoires, à l'école. Donc ça, c'est un deuxième socle de qualités qui sont extrêmement importants. 3e, on va dire, 3e groupe de qualité, tout ce qui est organisation et rigueur, puisque vous êtes face au client. Donc déjà, vous devez être totalement irréprochable par rapport à votre travail, par rapport à la ponctualité, par rapport à vos relances, qu'on appelle les follow-up vis-à-vis de vos clients. Et vous devez aussi être absolument parfait, bah, puisque en fait, vous allez aussi échanger avec de très nombreuses personnes différentes. Donc, si vous n'êtes pas organisé, si vous n'avez pas cette rigueur vis-à-vis de vous-même, par exemple, de prendre systématiquement toutes vos notes, de bien paramétrer vos outils et d'enregistrer ces notes dans votre CRM, qui est le logiciel que vous utilisez au quotidien en tant que sales, bah, en fait, si vous n'avez pas cette rigueur-là, progressivement, les choses vont aller de mal en pis et vous allez commencer à faire des erreurs et les erreurs, vous allez les payer cash, du coup, ou plutôt le cash, au contraire, ne va pas tomber. Voilà. Donc, il faut avoir ces qualités, il faut avoir envie de les développer, il faut se dire, pour conclure sur cette partie-là, de un, est-ce que je suis quelqu'un de résilient par nature? Est-ce que je sais faire preuve d'abnégation? C'est un premier point. De 2, est-ce que, j'ai, on va dire, le minimum de relationnel, de sens de l'écoute, et de qualité de communication aussi?
Ça, c'est aussi un point évidemment important. C'est pas tout, mais ça compte quand même. On est sur des métiers où vous parlez avec des personnes, donc il y a quand même besoin d'avoir ce bagage-là. Et parfois, c'est un peu triste, hein, mais parfois ça nous arrive d'avoir des personnes en entretien où, en fait, dès le début quasiment, on sait que c'est cuit parce que c'est des personnes qui ont une communication qui est un peu trop clivante, en fait. Où, voilà, elles vont pas réussir à rassembler à cette personne derrière leur discours. Donc ça, c'est un 2e bloc nécessaire et 3e bloc, est-ce que j'ai quand même un minimum de capacité, de qualité, d'organisation et de rigueur? Est-ce que je suis capable de, du coup, dans mon travail, d'être, sérieux par rapport à ça? Ou est-ce que ça va, je suis vraiment pas capable de faire ça et j'ai tendance à beaucoup trop me disperser, bien sûr. 2e point important, hyper important, 2e commandement du coup, pour préparer des personnes pour les entretiens et puis nous on prépare des personnes en plus, pour des entretiens, voilà, des personnes qui ont des niveaux aussi de connaissances différents de ces métiers. Parfois, il y a des profils extrêmement juniors, parfois il y a des profils vraiment extrêmement expérimentés du coup. Heu, bah, il faut vraiment connaître le plus possible ces métiers, parce qu'en fait, c'est ce qui va faire que même si vous n'allez pas exercer ce mé déjà, évidemment, c'est ce qui va faire que vous allez prendre une bonne décision par rapport à: «OK, est-ce que je veux devenir business developer ou pas?» Mais surtout quand vous serez en entretien, du coup, plus vous connaissez ce métier, plus vous connaissez les termes, plus vous connaissez les responsabilités au quotidien, plus vous connaissez les difficultés aussi. Ça peut être pas mal d'aborder les difficultés du métier aussi en entretien. Plus vous montrez que vous connaissez tout ça, plus le recruteur en face de vous, en fait, sera conscient que, bah, vous êtes tout simplement, vous connaissez, les règles du métier, vous connaissez le quotidien et c'est ce qui fait qu'en fait, le recruteur en face de vous va avoir évidemment plus tendance qu'une autre personne à vous faire confiance. Mais au début, c'est dur. Au début, on a l'impression d'être un imposteur quand on postule, à un rôle de bizdev et alors heureusement, la formation aussi chez nous sert à ça puisque on met nos bizdev en conditions réelles, de, prospection, de rendez-vous clients, de traiter la data, de mettre en place, de structurer une approche commerciale. On les met en condition donc en entretien après, ils ont plus évidemment aucun sentiment d'imposture. Mais au début, quand on n'a pas ça, on peut se sentir un imposteur face à un recruteur, à dire: «Voilà, je veux être business developer, je veux, devenir sales». OK, très bien. Écoutez, je sais pas, pourquoi, enfin, ça va être quoi, vos 5-6 réflexes premiers sur vos 2 semaines de poste quand vous arrivez chez nous? Et là, du coup, vous dites: «OK, merde, ça, c'est un truc, j'ai pas été préparé, je sais pas ce que je dois faire. J'ai peut-être un petit peu une intuition sur les choses qui vont être importantes». Mais en fait, par rapport à quelqu'un qui, lui, a fait l'effort de se renseigner bien plus, évidemment, vous allez être beaucoup moins convaincant et c'est sur ces questions-là que vous allez vous faire piéger. Vous allez peut-être passer 1 ou 2 tours d'entretien, mais que le dernier, malheureusement, vous allez pas être validé. Donc pour ça, faites des événements. Alors, en ce moment, évidemment, c'est pas le plus facile, mais vous voyez, il y a des webinars. Donc faites des événements pour bien vous renseigner, évidemment, sur ces métiers. Il y a des compétitions aussi d'entrepreneuriat qui permettent quand même de se mettre un petit peu dans la peau d'un bizdev, par exemple. Vous pouvez prendre des c'est comment dire? Ça peut paraître évident, mais faites-le, prenez des cafés, du coup, même des cafés virtuels ou appelez des personnes qui font ces postes-là. Vous allez sur LinkedIn, vous envoyez, évidemment, si vous voulez prendre 3-4 cafés avec des personnes ou avoir 3-4 échanges avec des personnes, il ne suffit pas d'envoyer 3-4 messages, parce que vous allez sans doute vous prendre 3-4 vents. Mais si vous en envoyez 30 ou 40, pourquoi? Parce que, ça rejoint la partie du dessus, vous faites l'extra mile. En fait, si vous en envoyez 30 ou 40, je vous promets que vous allez finir avec 3 ou 4 personnes qui vont accepter de prendre 15 ou 20 minutes de leur temps dans une journée pour vous expliquer leur métier, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne. Et il faudrait évidemment que vous ayez préparé une liste de questions avant et vous passez sur cette liste de questions et ça va vous permettre de savoir ce que c'est qu'un business developer. Je ne sais pas si je prends cet exemple-là, ce que c'est qu'un business developer, un SDR chez Sport Heroes, ce que c'est qu'un BDR chez Oracle ou ce que c'est qu'un sales chez Lemonway, par exemple. Mais voilà, ça demande aussi évidemment de faire du volume et de toute manière, quand on veut devenir business developer, il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre des gens. Donc entre guillemets, vous êtes un petit peu aussi en train de vous seriez en train de vous auto-former en faisant ça. Je vais en parler aussi juste après. J'aurai quelques indices en plus, quelques éléments en plus à vous partager du coup sur ça. 3e commandement, le bon mindset. Bon mindset, du coup, pour devenir bizdev, prévoir, anticiper. C'est pas si aujourd'hui vous êtes, je sais pas, en marketing, si aujourd'hui vous êtes, professeur des écoles, si aujourd'hui, vous êtes en finance ou si aujourd'hui vous êtes, peut-être, vendeur en B2C, je sais pas, vous êtes, ou dans la grande distribution, peu importe. En fait,
c'est assez compliqué du jour au lendemain comme ça de postuler à des offres de BizDev et de se dire: «OK, je vais y aller, en fait». Non, vous êtes obligé de prévoir. Donc ça, c'est aussi une caractéristique commune avec un sales. Un sales, il a un petit peu un plan d'action. Il va fonctionner idéalement par sprint. Donc il va dire: «OK, cette semaine-là, je fais ça, cette semaine-là, ça» et en fait, il va vraiment, heu, faire un rétro-planning de ses prochaines semaines, de ses prochains mois. Et bon, on en reparlera après. Faire ce rétro-planning, de la même manière, dans votre position, faites-vous un rétro-planning. Vraiment anticipez. Dites-vous: «OK, à 3 mois, 6 mois, 12 mois, qu'est-ce qu'il faut que j'ai fait? Par où est-ce qu'il faut que je sois passé pour ce projet?» Hem, J'avais lu un livre, alors il n'était pas non plus, transcendant, donc je ne vais pas forcément vous le recommander, mais j'avais lu un livre de, Jacques Attali où bon, il expliquait que, heu voilà, lui, même si aujourd'hui il a plus de 70 ans, il a encore un plan dans sa vie à 20 ans, en fait. Il sait encore ce qu'il veut faire à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et cetera. Donc en fait, aujourd'hui, vous avez peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans. Prévoyez, évidemment, si vous souhaitez devenir business developer, dites-vous: «OK, c'est quoi les étapes intermédiaires?» Et même business developer, c'est pas une fin en soi. Dites-vous: «OK, une fois que j'aurai fait 1 an et demi, 2 ans, qu'est-ce que je veux faire après du coup?» Donc ayez ce mindset de prévoir, de préparer, de prédire du coup. Heu, Avec ça, ça va rejoindre un petit peu ce plan ici, le plan d'action. Quand vous êtes en entretien, c'est un conseil que je vous partage. Surtout si vous bossez dans une startup early stage, c'est vraiment génial en entretien d'arriver un petit peu sur les derniers entretiens, d'arriver et de dire: «Voilà, j'ai vous dites avant votre dernier entretien, vous dites: OK, je vous confirme l'invitation, pour demain. Très heureux de me rendre dans vos locaux et de rencontrer le reste de l'équipe. À ce sujet, idéalement, j'aurais souhaité qu'on garde 15 minutes à la fin de l'entretien pour que je vous présente le plan d'action, sur lequel j'ai travaillé, et à travers lequel je voudrais vous expliquer un petit peu comment je vais faire ma prise de poste si évidemment le process devait aller, à son terme. Donc c'est ça être un business developer aussi, c'est ça avoir ce mindset, c'est faire l'extra mile, heu, prédire, essayer de plus vous réduisez cette incertitude et plus vous allez dire à l'entrepreneur qui vous recrute, dans cette startup early stage de lui dire: «OK, voilà comment je vais faire du coup mon job sur les premières semaines, les premiers mois», plus cette personne va se dire: «OK, c'est quelqu'un qui est concrètement, en fait, déjà en train de travailler pour moi. C'est quelqu'un qui, a déjà des idées, et en plus, vu ce qu'il est en train de m'expliquer, je pense que, j'aurais pas mieux fait». Donc voilà. Ayez aussi ce mindset d'être le plus proactif possible. Posez-vous la question de vous dire, à chaque étape du process de sélection: «Comment est-ce que je peux être proactif? Comment est-ce que je peux me démarquer des concurrents? Comment est-ce que je peux faire plus qu'eux? Comment est-ce que je peux faire plus et mieux?» Un exemple, vous avez cette présentation, je vous laisse la retrouver en tapant cette URL par la suite. Vous pouvez prendre un screenshot ou le retrouver en googlant du coup, ce terme ici. Attendez, je reviens sur le temps pour moi. J'ai refait la petite erreur de la dernière fois. Alors partager, désactiver le partage d'écran. Tac, partager l'écran et on est bon. OK. Heu Allez voir cette présentation, c'est ce qui s'appelle un deck de candidature, un deck de présentation et c'est quelque chose que vous pouvez, que vous pouvez en fait, qui va vous permettre de vous différencier et pour recevoir aussi pas mal d'offres de candidatures, heu, pour l'équipe Human School cette fois-ci. C'est très, très rare, c'est, allez, 1 candidature sur 300 où une personne fait ça, mais en fait, ça permet vraiment de différencier la candidature. Donc ça, c'est être proactif, donc ça, c'est un exemple pour être proactif. Un autre exemple, envoyer des emails de follow-up après vos entretiens. Personne fait ça, mais bon, je passe dessus, mais personne fait ça et c'est bien malheureux. Donc c'est un autre exemple pour être proactif. Le plan d'action, c'est aussi un autre exemple, et être proactif, c'est aussi en entretien, j'en reparlerai à la fin, mais voilà, poser aussi des questions, poser des bonnes questions, mais c'est tellement important cette partie poser des questions. Quand je fais passer un entretien de sélection, moi, pour que quelqu'un rejoigne l'équipe, c'est, dans ma tête, c'est à peu près 30 de l'évaluation sur les questions qu'on me pose, que la personne me pose. Est-ce qu'elle me pose de bonnes questions? Est-ce qu'elle me pose des questions? Un candidat qui est, heu, très, très junior, mais qui du coup, me pose plein de questions pertinentes à la fin, voire renvoie un petit peu la balle, ça va vraiment sauver son entretien et au contraire, un candidat sur lequel ou une candidate sur lequel j'ai un doute, s'il y a pas de questions à la fin, alors là, pour le coup, il y a plus aucun doute, pour le coup et en revanche, bon et voilà, après, je vais aussi mesurer la pertinence des questions et leur volume, voilà. J'aime bien dire, plutôt mourir que de dire à un recruteur:
Non, je n'ai plus de questions, merci. Au revoir du coup. Ça vraiment, le jour où ça et j'espère que ça va vous marquer, mais le jour, ça va forcément arriver, où ces mots-là sortent de votre bouche à la fin d'un entretien, non, c'est pas OK. Il faut, pouvoir tenir 24 heures sans boire d'eau, sans manger, avec des questions, face à un recruteur. Il faut vraiment, avoir évidemment beaucoup de questions à poser, vous avez compris. Heu 4e commandement, construire une cohérence. Encore une fois, il y a des personnes avec des parcours différents. Il y a peut-être des commerciaux ici, ça va être un peu plus facile pour eux, même s'ils vont se faire challenger. Alors pourquoi la tech? Est-ce que vous connaissez Zapier? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous êtes déjà servi d'HubSpot? Comment vous créez vos séquences de prospection, et cetera, et cetera. Donc ils vont se faire challenger et évidemment, a fortiori, des personnes qui viennent d'autres secteurs vont, aussi se faire challenger du coup. Hem et ne serait-ce que sur le CV, il y a peut-être des gens parmi vous qui n'arrivent pas à passer le screening CV, donc le RH qui, dans sa journée, repasse sur, 50 CV, qui passe littéralement entre un quart de seconde et 2 secondes et demie par CV. C'est vraiment pas plus. Donc voilà, on est sur vraiment un screening. Bah, en fait, comment attirer l'attention? Bah, en fait, bon, il y a quelques conseils et effectivement, bah, comment faire en sorte que si cette personne recrute un business développeur et qu'elle voit avant, OK, le dernier job, c'était, je sais pas, analyste financier, en, real estate ou en private equity ou j'en sais rien, vendeur chez Yellow Corner. Je dis ça pour, reprendre aussi des exemples d'alumni passés par les bootcamps. Bah, comment, malgré ça, attirer l'attention d'une personne? Bah, pour ça, et ça rejoint, vous voyez, tout se rejoint, tout se recoupe. Ça rejoint aussi, le côté prédire, prévoir. Bah, pour ça, en fait, il faut meubler, il faut remplir votre CV avec des points qui sont avec des, comment dire? Des choses qui vont, entre guillemets, «techifier». Là, je suis en train d'inventer des mots, ça devient mauvais signe, qui vont plutôt digitaliser votre CV et pour le digitaliser, bah, voilà, il y a quelques astuces. Ça peut être des expériences associatives. Bah, vous avez rejoint cet asso et vous étiez dans le pôle, démarchage ou le pôle revenu ou le pôle sponsor et vous alliez, du coup chercher des sponsors, par exemple. C'est un exemple. Vous avez, créé, et ça, c'est un vrai truc, vous avez créé la Mad Jack, la course en autostop, du coup, c'est quelqu'un que je connais qui a participé à la création de cet événement, qui est un événement où en fait il y a, 100-150-200 personnes qui se retrouvent à la sortie d'une grande ville en France et au dernier moment on dit: «OK, il faut que vous rejoigniez, la petite bourgade de, Vierzon, sur Lot», qui est en général le village de, 25 personnes en saison touristique au fin fond du Larzac et du coup, bah, tout le monde doit y aller en deux-stop. Bref, ce que je vous dis, c'est créer des choses, montrer que vous avez un esprit entrepreneurial parce que si vous participez à des projets comme ça, nécessairement, vous allez vous mettre dans une situation où vous allez devoir ouvrir des portes, vous allez devoir organiser le travail d'une équipe, vous allez devoir parler avec des gens, vous allez devoir accomplir des choses et voilà, il faut trouver des personnes dans votre entourage, que ce soit des amis, de la famille ou des d'anciens collègues ou voilà. Et il faut trouver des personnes qui, vont avoir envie de créer ces choses avec vous et ça, vous pourrez le mettre sur votre CV après et c'est ce qui va faire que déjà, vous aurez en entretien des choses aussi sympas à raconter et en plus de ça, sur le CV, on va se dire: «OK, bah, c'est quelqu'un qui a, réussi à démarcher, je sais pas, hem, l'équivalent de, 5, 20, peut-être même 50 000 €, et du coup, bah, OK, c'est quelqu'un qui, en ce moment, est en finance, fait de la finance, mais ou, je sais pas, est, assistant social, mais c'est une personne qui, est aussi capable d'être proactive, de faire des choses et c'est pour ça que je vous invite fortement à faire ça. Heu, Dernier exemple, du coup, ça, c'est le logo du dropshipping. Alors, on en parle beaucoup moins du dropshipping en ce moment. Voilà, c'est bon, je suis pas fan du dropshipping. Je vous laisserai regarder pour ceux qui connaissent pas ce que c'est, sur internet. Mais bon, on a eu aussi des parcours d'alumni qui étaient passés par le dropshipping, qui avaient, fait pas mal de chiffre d'affaires avec ça. Je crois qu'on a un petit peu dépassé l'âge d'or du dropshipping, j'ai l'impression personnellement. Mais voilà, donc il y a des personnes qui font ça et c'est vrai que, bah, en entretien, je pense par exemple à Alexandre Rey, qui nous a rejoint, qui est devenu un top performer, sur un poste de business developer chez 360 Learning du coup, et qui avait fait du dropshipping avant, par exemple. Bah, le fait d'avoir, entre guillemets, «vendu» comme ça, d'avoir été en contact avec des clients, même si ça implique d'aller, à la poste, tous les samedis matins pour poster vos colis, c'est quelque chose de positif. On dit que vous avez un esprit entrepreneurial. Voilà.
5e les pieds dans le tapis. 5e conseil, 5e commandement, du coup, je vais être court, je vais faire 3 minutes, allez, 3-4 minutes max, évidemment. Se former, bah, vous avez vu comment je l'ai amené? Efficace. Pourquoi se former? Bah, ça rejoint ce que je vous ai dit auparavant, c'est des métiers qui ont beaucoup changé. Il y a plein d'outils, plein de process et plein de méthodes à apprendre. Et évidemment, il y a des bootcamps qui existent, en particulier Bootcamp 16 et Business Development Human School qui permettent d'acquérir toutes les compétences pour ça. Donc, je vais revenir un petit peu sur ça. Donc, oui, il y a une école. Pour se former, vous avez aussi plein de lectures que vous pouvez faire sur des blogs, notamment ces blogs-là, par exemple. Vous avez aussi, alors le blog de Human School aussi, clairement. Allez-y en long, en large et en travers. Je m'en moque d'avoir des visiteurs, c'est juste que vraiment il y a beaucoup d'infos dessus et si vous le lisez bien, voilà, il y a encore plus d'infos que ce qu'on échange là aujourd'hui. Il y a des livres aussi. Si vous voulez prendre ces livres, il y a des livres qui sont très sympas. Il y en a un que j'ai pas mis ici, mais un des derniers livres que j'ai lu qui s'appelle, accrochez-vous, alors je l'ai lu en anglais, mais en anglais le titre est un peu obscur. En français, c'est Ne coupez jamais la poire en deux. Et en anglais, c'est Never Split the Difference, du coup. Et bah, effectivement, prenez un, deux, trois livres, des livres comme cela, ou des livres de personnes qui travaillent sur la partie sales, ça va vous inspirer, ça va vous permettre de mieux comprendre ça aussi, évidemment. Il y a des podcasts aussi, podcast Grossmakers, Dans l'arène, The Sales Game aussi, il y a des personnes sur LinkedIn qui font des podcasts régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à prendre connaissance de ce contenu. Sur le volet école, du coup, sur le volet formation, en 3 minutes pour vous expliquer comment on peut vous aider par rapport à ça, je ne me suis même pas présenté, vous voyez, et j'ai même pas présenté du coup Human School, j'ai attaqué directement. Human School, du coup, c'est le spécialiste de la formation en vente et développement commercial B2B dans la tech, donc B2B d'entreprise à entreprise dans l'écosystème tech, donc startup et scale-up, du coup. On a formé un peu plus de 600 profils en 24 mois. C'est du coup des formations à la fois pour des individus comme vous, des personnes qui vont rejoindre l'un des deux bootcamps qu'on a, bootcamp à temps plein, bootcamp à temps partiel, et on va aussi former des équipes commerciales de start-up et de scale-up tech, du coup, ce qui est extrêmement vertueux parce que du coup, évidemment, ça permet d'avoir des contacts un petit peu partout et ça permet derrière potentiellement de faire en sorte que tel ou tel alumni rejoigne telle ou telle start-up ou scale-up qu'on a formé aussi. Donc un peu plus de 600 profils formés sur le bootcamp à temps plein, 9 semaines intensives dans nos locaux quand c'est en présentiel, en distanciel sinon, et puis la plupart du temps aussi sur un format hybride, du coup, donc 20 personnes max. Sur le bootcamp à temps partiel, 25 max. Aujourd'hui, on a 200 entreprises partenaires et clients, donc on forme, avec lesquels on met en relation les profils de notre bootcamp. C'est une formation qui est sélective aussi, je le dis ici parce que voilà, c'est pas marqué ailleurs, mais il y a un process d'entretien parce que une fois que vous rejoignez cette formation, nous, on se lie fortement avec vous pour vous permettre après de décrocher ce job de sales et de dev aussi que vous êtes venu chercher la plupart du temps. En termes de satisfaction, on a 4,9 sur 5 de notes sur les avis publics, Google et Facebook. Sur la dernière session, la note de 1 à 10, à quel point êtes-vous prêt à recommander Human School? On a eu 9,5 sur 10. Donc globalement, les gens sont contents, voire très contents. Tous les alumni, évidemment, peuvent être contactés sur LinkedIn et sur voilà, toutes les plateformes que vous pouvez trouver sur Internet. Et on a un taux d'emploi à 6 mois qui est de 98%. Donc concrètement, tout le monde décroche un job dans la tech, évidemment, c'est le principe. Ça, c'est quelques exemples aussi en dessous d'entreprises qu'on a formées, par exemple, donc PopChef, Brigade aussi, et voilà, et Payfit aussi, par exemple. Les 3 formats dont je vous ai parlé, bootcamp à temps plein, bootcamp à temps partiel, du coup, et formation à destination des entreprises. Allez, encore 30 secondes. Formation, elle reprend toutes les différentes étapes d'un cycle de vente. Donc, on va couvrir une phase de stratégie commerciale dite go-to-market, comment aller sur le marché. On va couvrir évidemment la phase de data, d'enrichissement de la donnée. Et cette donnée, on va couvrir la phase de création des séquences de prospection, de business développement. Et après, évidemment, toutes les parties de rendez-vous client et de fidélisation. Le but, c'est de vous partager vraiment les meilleures méthodes de vente B2B pour la tech. Du coup, c'est une formation qui a été construite avec des head of sales, avec des accounts exécutifs, avec plein de personnes en poste dans les plus grandes startup tech. Quand je dis startup, je pense aussi par exemple à Salesforce, du coup, plus vraiment une startup, mais une scale-up. Ils sont 30 ou 35 000 dans le monde aujourd'hui. Mais voilà, on a vraiment
concentrer sur 9 semaines et 12 semaines, le plus possible évidemment, ce contenu. La formation est très originale aussi pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est en apprentissage inversé, donc vous êtes vraiment là pour faire de la mise en pratique avec nous, du coup. Donc évidemment, nous, on veut avoir un impact maximum chez vous. Donc, vous êtes là pour mettre en pratique sous la supervision des coachs. Ça, c'est le premier point. Je ne l'ai pas forcément mis beaucoup ici en valeur. Et deuxième point très important, on est sur la pratique réelle. Donc, on a construit des cas pratiques réels avec nos entreprises partenaires. Et vous allez du coup, euh, vous entraîner pour de vrai, en fait. Vous allez contacter de vraies personnes, de vrais prospects. Voilà. Donc ça, c'est évidemment un point qui est très différenciant et très important. Et je crois que j'ai une question, donc je vais aller dessus tout de suite. OK, dans l'onglet questions. Comment est-ce que vous palliez les différences de niveau au sein de votre formation? Alors, c'est une très bonne question, Laura. Alors, déjà, vu que le recrutement au démarrage, la sélection au démarrage, elle va viser à avoir quand même une certaine homogénéité. On a des gens qui n'ont jamais d'expérience en vente. On a aussi parfois des personnes qui ont 3-4 ans, voire un peu plus d'expérience en vente. Donc, on va quand même viser des personnes qui sont capables d'apprendre et d'apprendre vite. Donc ça, c'est clair. Deuxièmement, effectivement, au sein de la formation, nous, vu qu'on mesure tout, vu qu'on sait qui parfois est un peu plus en retard ou qui au contraire est en avance, on s'adapte à ça. Les personnes qui sont les plus en avance, on va faire notre maximum pour leur proposer du contenu supplémentaire, donc par exemple via notre plateforme de e-learning. Et pour les personnes qui sont au contraire en retard, on va le voir aussi tout de suite parce qu'il y a tout le temps des rendus de projets, d'exercices, etc. Et évidemment, ces personnes-là, c'est vers celles-là aussi qu'on va porter l'accent parce que on n'a pas envie de laisser quelqu'un derrière. Voilà. Sur le format, donc ce format pratique est extrêmement fort, évidemment. Donc on a aussi effectivement cette plateforme sur laquelle il y a du contenu en plus. Les sessions, que ce soit sur le temps plein, le partiel, c'est des sessions live, hein. On n'est pas sur du e-learning où vous regardez des vidéos, c'est pas ça du tout. À chaque fois, il y a nos sales coachs du coup qui sont là avec vous et qui sont là évidemment pour vous soutenir, pour vous remontrer s'il le faut 2 fois, 3 fois, 4 fois et vous accompagner dans votre apprentissage. Parce que tout le monde aussi apprend pas à la même vitesse, c'est parfaitement normal. Sur le sur les entreprises partenaires de l'école, aujourd'hui, donc il y a 200 entreprises clientes et partenaires, tous secteurs confondus, du coup. Donc il y a des entreprises dans le domaine de la santé, du marketing, RH, finance. C'est vraiment tous les secteurs, dans l'éducation aussi, dans le sport, dans le travail, dans le monde de l'intérim, dans la restauration aussi, il y a des food tech, etc., etc. Donc vraiment tout secteur confondu, on est agnostique de ce point de vue-là. Et après, c'est des entreprises de 5 à en moyenne 500 salariés, même si parfois il y a des entreprises qui sont beaucoup plus grosses aussi. Voilà. Et du coup, je conclus cette petite partie sur les formations Human School du coup. Et je rattaque avec la suite. 6e commandement du coup pour devenir business developer, très important, décrocher un job de business developer, vraiment, c'est comment dire, c'est pas le plus dur. Il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent et il y a des offres. Et il y a pas mal de personnes qui vont être prêtes aussi à vous faire confiance. Parce que, il y a des gens qui vont penser qu'un bon bizdev, quelqu'un qui a un bon relationnel va faire un bon bizdev. Grosse erreur. Et puis il y a des personnes aussi, qui alors pas forcément, mais il y a des personnes aussi qui vont se dire: «OK, lui il a fait une école ou lui ou elle a fait une école de commerce, donc du coup ça va faire un bon business developer». Ça en général, c'est des profils techniques, c'est des gens passés par des écoles d'ingénieurs et disent: «Ah tiens, moi j'ai fait une école d'ingé, lui il a fait une école de commerce, il va savoir faire du bizdev». Sauf que quand vous arrivez en poste, vous n'avez pas envie de dire: «En fait, j'ai fait une école de commerce, mais je suis absolument pas compétent sur ça. J'ai eu des cours de compta, de management, de finance, de RH, un petit peu de conseil, etc. Mais les yeux dans les yeux, je te le dirai pas, mais juste, enfin, voilà, je sais pas comment démarrer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, il y a des offres que vous allez avoir, vous ferez vraiment mieux de les refuser, parce qu'en fait, si vous avez un peu de recul, un peu plus peut-être mais c'est pas un reproche, c'est juste, c'est normal, un peu plus de maturité pro, d'avoir déjà été business pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous auriez peut-être détecté certains signaux. Des signaux, comme une incohérence dans, les missions qu'on vous propose, dans les objectifs que vous avez, voire encore pire, pas d'objectifs. Et en fait,
ce qui s'appelle en anglais, et c'est un langage un petit peu financier, mais qu'on reprend beaucoup aussi dans l'écosystème, ce qu'on appelle cette due diligence, donc qui est une analyse approfondie. Mais en fait, il faut la faire. Il faut être dans une posture aussi où vous êtes là pour questionner, vous êtes là pour interroger aussi en entretien, quand vous êtes en entretien face à quelqu'un. Et ça peut voilà, poser une question aussi simple que quel est l'onboarding des nouvelles recrues sur la partie sales? Quel est l'onboarding produit que je vais avoir? Quel est l'onboarding outil que je vais avoir? Quel est l'onboarding process? C'est quoi votre outil d'onboarding? Est-ce que vous avez une plateforme? Est-ce que vous êtes sur Notion, par exemple? Est-ce que combien de temps ça dure, etc., etc. Et donc, il faut faire cette étude évidemment forte. Nous, chez Human School, heureusement, on travaille aussi avec des entreprises dont on sait qu'elles sont bien processées, mais on voit aussi souvent, lorsqu'on les rencontre, des personnes où on a quelqu'un qui est passé par une école de commerce il y a 10 ans, qui a fait 5 ou 6 ans de conseil, par exemple, et qui devient directeur ou directrice commerciale. Euh, OK, très bien, allons-y, mais si la personne derrière, elle recrute des commerciaux et si elle est censée les former, bah, elle aura pas forcément l'expertise qu'on attend d'elle sur ce poste-là. Donc cette étude, cette due diligence, cette analyse, elle est évidemment extrêmement importante et vous pouvez, pour ça, externaliser cette analyse. Comment vous faites? Bah, vous regardez qui sont les investisseurs de cette entreprise en partant du principe que les investisseurs qui sont des analystes professionnels ont investi sur voilà, les bonnes personnes. Donc, allez regarder les investisseurs de l'entreprise, allez regarder l'équipe sur leur profil LinkedIn. Est-ce que c'est des gens qui ont plusieurs années d'expérience? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait avant? Est-ce que c'est des est-ce que c'est des serial entrepreneurs ou est-ce que c'est des néophytes, etc., etc. Les KPI, donc les chiffres, notamment financiers, du coup. OK, c'était quoi votre objectif au sein de l'équipe commerciale l'année dernière? Ah, vous étiez à 3, votre objectif, c'était 3 millions. OK, et du coup, vous avez fait combien l'année dernière? Ah, OK, vous avez fait 2,3 millions et du coup, voilà, comment est-ce que vous expliquez le gap et qu'est-ce que vous allez mettre en place du coup sur là, l'objectif de 2021, c'est 4 millions. Qu'est-ce que vous allez faire pour l'atteindre? Enfin voilà, on est sur des niveaux de discussion qui sont plus intéressants que juste de demander c'est quoi la culture dans l'entreprise. Ce qui est un sujet très important, mais pas ici. Et évidemment, les avis clients, si vous regardez, si vous tapez le nom de l'entreprise dans laquelle vous postulez et que vous voyez que par exemple, sur Google, il y a 3,5 sur 5, c'est pas très bon signe. Pour info, les avis Google et ces choses-là, l'entreprise peut jamais les supprimer, hein, que ce soit clair. Donc globalement, c'est assez fiable. Et si vous postulez dans une entreprise et que vous voyez ouais, des chiffres, une note inférieure à 4, voilà, c'est pas forcément un bloquant, mais ça pose des questions et ça peut être un point à garder en tête. Voilà, donc passer du temps à faire cette analyse et une vraie analyse du coup. 7e point, et là je vais vous faire 2 points du coup sur filtre RH et filtre sales, quelques conseils pour les entretiens que vous allez faire. Euh, et bon, évidemment aussi, enfin voilà, comment dire, c'est très important et gardez-le bien en tête du coup parce que pour avoir fait passer des milliers d'entretiens à des personnes, euh, j'ai bon, le niveau des personnes en entretien effectivement est toujours très variable et très aléatoire aussi. Après, si vous voulez sortir du lot, et je vais vous faire des conseils qui vont être simples, c'est un, soyez très très euh, pédagogue et structuré dans ce que vous faites. Donc, quand vous expliquez, par exemple, n'hésitez pas à dire, à vous présenter ou à présenter une expérience en disant, bah voilà, de 2014 à 2016, j'ai été assistante sociale pour la mairie de Bondy. C'est 2 ans au cours desquels, donc la mairie de Bondy, c'est une structure avec une centaine d'employés. C'est 2 ans au cours desquels j'avais 4 missions principales. La première mission, c'était d'accueillir entre 10 et 20 personnes par jour pour les conseiller sur leurs problématiques je sais pas, de sécurité sociale ou quelque chose d'autre. J'avais une deuxième mission du coup, qui était de 3 petits points. J'avais une troisième mission, 3 petits points, et cetera. Donc soyez très, très pédagogue, structurez beaucoup. Heu
ça, c'est voilà, un recruteur, il est pas censé savoir, ce que c'est que, l'entreprise, enfin, voilà, votre précédent employeur, il est pas censé savoir ce que c'est, donc expliquez bien ce que c'est. Donnez le plus de chiffres possible. Vous voyez, c'est pas un hasard si je vous ai dit, c'est une structure de 100 personnes, j'accueillais entre 10 et 20 personnes par jour. Donc vraiment, donnez le plus de chiffres possible. Soyez très, très, très dynamique, du coup, heu, presque surexcité. Donc soyez, j'exagère, soyez vraiment, il faut que vous débordiez d'énergie. Il faut qu'on se dise: «Ah, il y a de la vie derrière cette personne, ça fait plaisir». Il faut avoir envie de réveiller l'interlocuteur en face de vous. Ça, c'est évidemment, c'est clé, parce qu'il y a une corrélation forte entre, le dynamisme d'une personne et déjà derrière la performance qu'elle va pouvoir obtenir sur ses métiers. Il faut vraiment avoir envie de, voilà, de déployer son énergie. Hem et un dernier conseil que je peux vous donner sur ce filtre RH du coup, faites le lien. Parfois c'est difficile, mais lorsque vous expliquez vos expériences, voilà, j'avais, 1re expérience, deuxième, troisième, quatrième. Idéalement, faites le lien et ou mettez en avant des résultats ou des accomplissements, pour mettre en avant aussi, pour vendre votre parcours. Des résultats, ça peut être, voilà, moi, lorsque j'accueillais ces 10 à 20 personnes, par jour, pendant, 2 ans, j'ai dû, je crois qu'en tout, j'avais fait le calcul, j'avais accueilli à peu près, 1 600 personnes du coup. J'espère que le calcul est bon, je vais bon, vous vérifierez pour moi. Heu donc j'avais accueilli 1 600 personnes, heu et j'avais un taux de, de positivité. Ouh là, non, faut pas parler de taux de positivité. J'avais un taux de résolution des conflits, ou des problèmes, des tickets et cetera, qui était, peut-être 20 meilleur que celui des autres personnes de l'équipe. Voilà. Donc mettez en avant des réussites ou alors parfois c'est pas possible et on va dire: «OK, bah, c'est une expérience qui m'a permis de développer des qualités de». Ça, on peut le dire pour n'importe quel métier. Même si, je sais pas, vous aviez un job qui vous avez l'impression que c'était vraiment, vraiment, vraiment pas intéressant, bah, ça vous a quand même permis peut-être de développer le goût du travail, le sens de la v enfin, je vais pas parler de leur travail quand même, de développer le sens, le goût de l'effort ou de développer des qualités d'abnégation. Pourquoi? Parce que vous étiez étudiant à ce moment-là, vous travailliez en parallèle de vos études et effectivement, bah, le soir, vous rentriez chez vous très tard, vous aviez des journées de, 12, 13 ou 14 heures et cetera et cetera. Alors pourtant, on parlait vous étiez, je sais pas, à la caisse, chez McDonald's, par exemple. Donc, vous voyez, heu, mettez en avant aussi ces résultats-là et faites le lien, et ça, le lien, il y a toujours des manières de le faire, quel que soit du coup le parcours qu'on a pu avoir auparavant. Donc sur ce filtre RH qui est très court, qui dure à peu près 20-25 minutes, c'est ça ce qu'il faut arriver, à faire du coup. Évidemment, il faut avoir des questions, à la fin, mais ça vous vous rappelez, hein, le jour où vous dites, «Non, je n'ai plus de questions, merci», vraiment vous penserez à Marin, et une fois que vous avez, du coup vous pensez maîtriser ce discours, entraînez-vous. J'ai une limite envie de vous conseiller de postuler à des postes sur lesquels vous savez que vous allez avoir des entretiens, parce que vous avez déjà fait ce métier plein de fois ou des trucs comme ça. Faites des entretiens et puis entraînez-vous et vous allez voir une fois qu'un discours on l'a fait, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on est beaucoup plus à l'aise et on va être beaucoup plus efficace. Le filtre sales, là, il est plus difficile. Là, ça ment pas. Là, il y a des exercices un petit peu «techniques» entre guillemets, il y a des simulations. Là, ça devient plus sportif. Alors, ça va être ça va reprendre la présentation du début, donc du début, le filtre, RH du coup, on va vous demander de vous présenter, mais on va aller beaucoup plus dans le détail. On va venir challenger, on va venir creuser, on va venir un petit peu chercher là où ce qui est pas clair ou la poussière que vous avez essayé de cacher sous le tapis. Et en général, les sales sont assez bons pour la détecter. Donc on va venir creuser ça, donc attendez-vous effectivement à avoir des objections aussi. Attendez-vous à ce que ce soit pas facile. Il y aura forcément dans le process d'entretien un moment où il y a quelqu'un qui est là pour, un petit peu vous rentrer dedans, venir vous chatouiller et essayer de vous faire sortir un petit peu de vos gonds ou voilà, ou pas être très sympa avec vous. On a envie de tester aussi votre capacité justement à faire face à ces situations. Donc ça, il faut s'y attendre, ça fait partie du jeu. Hem
tant que c'est un jeu, hein. Après, si vous vous rendez compte qu'ils sont vraiment méchants avec vous du début à la fin du process, c'est que c'est pas très bon signe, allez voir ailleurs. Mais voilà, il y a forcément un moment dans un entretien où on a envie un peu de faire sortir la personne de sa zone de confort. Au-delà de cette partie un petit peu plus présentation, il va falloir du coup derrière se préparer pour 2 simulations que vous allez avoir en fonction du rôle. Première simulation, une simulation qui va être simulation par exemple si c'est un poste où il y a de la prospection d'appel à froid. OK, tu vas simuler que tu appelles le directeur marketing de Sephora pour lui vendre notre solution de suivi des colis. Voilà, il n'a jamais répondu à tes emails avant. Il est passé vite fait sur un salon où tu étais, mais voilà, vous n'avez pas vraiment discuté, etc. Donc, c'est un premier exercice. Et deuxième exercice, du coup, exercice de qualification, découverte des besoins. Je vous en dis pas plus, mais enfin, si je peux vous en dire plus, mais voilà, l'idée, ça va être bon, il faudrait que je prenne beaucoup de temps pour vous expliquer, mais de bien découvrir les besoins de son interlocuteur, du coup. Donc ça, c'est ce qui va être effectivement recherché, du coup, par les, heu, par les recruteurs sur ce niveau-là. Voilà. Alors avant de valoriser son apport, bah, dire ce qu'on peut apporter, dire ce qu'on va apporter du coup, vraiment ne sous-estimez pas les qualités et les compétences que vous avez pu développer auparavant. Même si vous avez fait, un métier qui a rien à voir, il faut que vous arriviez à le mettre en avant, il faut que vous soyez à l'aise à mettre en avant les qualités et compétences que vous avez pu développer à ce moment-là. Donc quand je parle de qualité, ça va être la créativité, l'organisation, la résilience, la rigueur, voilà, toutes ces choses-là et des compétences, ça va être je sais, je suis excellent, dans la création d'un rétro-planning pour, organiser mon travail ou une compétence, ça va être, j'ai appris, à me servir de cet outil d'emailing ou, une autre compétence, voilà, ça va être ce qu'on appelle des hard skills, un peu plus versus les soft skills, du coup. Donc, bien apprendre à bien valoriser, cet apport et à s'entraîner sur son discours, c'est un point clé parce qu'en entretien sales et biz dev, on va forcément attendre de vous que vous soyez capable de mettre en avant, des qualités, que ce soit les vôtres ou celles de la solution que vous allez commercialiser après. Et c'est pas facile de faire ça. Il y a des gens qui osent pas, donc il faut montrer que vous êtes capable de le faire en entretien, donc pensez à bien valoriser aussi vos apports pendant ces entretiens. Et le dernier point, absolument mon préféré, après le numéro 5 bien sûr, se former, poser les bonnes questions. Heu, Ça c'est bon, je vous l'ai dit un petit peu déjà, mais c'est vraiment la clé de l'entretien à la fin pour, closer votre entretien, pour le conclure de la meilleure des manières. Poser les bonnes questions, en fait, les bonnes questions. Bon, s'il y a des personnes qui étaient sur de précédents événements, ça va peut-être, elles savent que parfois j'aime bien dire ça, mais vraiment des bonnes questions, elles vont pas venir refléter votre ignorance, mais au contraire, elles vont venir souligner tout votre savoir-faire, du coup. Des bonnes questions, elles montrent un petit peu paradoxalement, en fait, il y a pas de paradoxe, mais des bonnes questions, elles vont montrer qu'en fait, vous savez. Parce que vous savez quels sont les sujets importants, du coup. Et ça, c'est valable sur un entretien d'embauche, c'est valable face à un prospect, c'est valable face à un client, c'est valable face, je sais pas, évidemment aussi, à votre ami, qui vous explique que finalement, il viendra pas avec vous en vacances, dans un mois. Voilà. Donc du coup, préparez ces questions. L'anticipation, c'est enfin, comptez pas trop dessus, mais avant chaque entretien, effectivement, préparer les bonnes questions et des bonnes questions, en entretien, ça va venir montrer que vous avez ces compétences sales ou biz dev, par exemple et je vous donne du coup, un exemple. Question sales, au-delà de ces questions qu'on a mis là, en plus, voilà, est-ce que vous pouvez, heu, m'expliquer du coup les différentes étapes de votre process de vente pour, une vente, standard, chez vous? C'est quoi les différentes étapes? OK, il y a, un call de découverte. On l'appelle le R1 chez nous, il dure 30 minutes. Voilà les infos qu'on veut retirer. Il y a un R2 où on essaie d'avoir tous les décideurs autour de la table et on fait une démonstration du produit et notre objectif, c'est d'obtenir l'assentiment du prospect sur un calcul de ROI qu'on fait si notre prospect se met à utiliser notre solution. OK, ça c'est la deuxième étape, vous voyez? Et vous allez pousser votre interlocuteur vers des sujets déjà qui vont lui faire
plaisir, dont il va aimer parler. En plus de ça, ça va venir montrer que vous êtes déjà là en train d'essayer de comprendre comment se fait la vente, comment se fait le business après derrière, et que vous avez envie derrière évidemment de prendre la bonne décision en les rejoignant. Donc voilà, poser les bonnes questions, c'est évidemment un élément vraiment clé. Un autre exemple de très bonnes questions à poser, un sales, alors c'est légèrement en plus calculé, vous pouvez dire au manager commercial en face de vous, OK, est-ce que vous avez un exemple de deal qui vous a marqué, un deal réussi au cours des derniers mois, que vous pouvez m'expliquer brièvement, et un exemple au contraire d'un deal que vous avez raté et m'expliquer du coup pourquoi vous pensez l'avoir raté. Donc ça, c'est voilà, le sales en face de vous va pouvoir se dire: «OK, trop bien, je vais pouvoir parler de ce deal que j'ai adoré, j'ai signé un contrat à 500 000 € et il va pouvoir se mettre aussi un petit peu en avant». Et puis à côté de ça aussi un autre deal où vous allez tester un petit peu son esprit critique et de se dire: «OK, ce deal-là, on l'a raté face, je sais pas, à un concurrent. Pour quelle raison?» Et est-ce que du coup, est-ce qu'ils se sont posé la question évidemment aussi par rapport à ça? Donc c'est un point très important. Si tous ces sujets vous ont intéressé du coup, si ça a éveillé votre curiosité, on a plusieurs sessions qui arrivent encore en 2021. On en a quasiment 6 ou 7 encore qui arrivent. Là, les prochaines, c'est mai 2021, le 18 mai. Il reste quelques jours pour poursuivre sur le bootcamp à temps partiel, du coup. On a un bootcamp à temps plein qui démarre le 14 juin également, et en septembre alors je ne l'ai même pas mis ici, vous voyez, j'ai fait un petit oubli, en septembre et en octobre, du coup, il y aura aussi du coup, excusez-moi, 2 sessions, alors 4 sessions en tout même du coup, 2 sessions à temps plein, septembre-octobre, et 2 sessions à temps partiel, septembre-octobre à nouveau. Donc voilà les prochaines sessions. Du coup, je vais faire un petit post du coup sur LinkedIn, notamment pour proposer du contenu en plus. Si vous voulez accéder à ce contenu, donc je vais mettre un certain nombre de contenus en plus par rapport à cet événement, et notamment une liste de questions ici qui sont essentielles à poser en entretien. Si vous voulez récupérer du coup cet élément-là, je vous laisse mettre un commentaire sur le post que je vais faire sur LinkedIn, et je vous enverrai dans la foulée du coup ce document. Voilà. Du coup, sur les j'espère vous voir prochainement, que ce soit sur les prochains événements ou si vous candidatez du coup à ces prochaines sessions, en espérant que du coup ces sujets vous intéressent autant que nous, et sinon je vais prendre un petit moment là pour répondre à quelques questions du coup. Alors, Frédéric, avec grand plaisir, et écoute, avec grand plaisir aussi pour, te partager cette présentation, c'est normal, et je suis content aussi que la formation du coup te plaise beaucoup, et je vais t'envoyer la présentation juste après. D'ailleurs, je peux l'envoyer à tout le monde, il y a aucun problème. Donc envoyez-nous je vais t'envoyer sur Slack du coup Frédéric, comme ça tu vas l'avoir aussi, avant tout le monde même, et sinon pour les autres personnes, envoyez-nous un email à hello@humanschool.com et on vous la fera parvenir. Et Frédéric, toi, je vais te l'envoyer après. Est-ce que des questions d'Enzo, est-ce que des anciens alumni ont été embauchés dans des entreprises non partenaires de Human School? Oui, ça arrive aussi, évidemment, Enzo. Ça arrive souvent. Après, globalement, de ce que j'ai vu passer, c'est des entreprises qui parfois ne sont pas partenaires, mais qu'on connaît quand même, qui ont discuté avec nous, qui ont échangé avec nous, dont on a formé les équipes parfois, et cetera, et cetera. Donc globalement, j'avais fait le calcul, on est sur quasiment du 90% d'entreprises qu'on connaît, tu vois? Alors Liora, j'ai déjà répondu à ta question, et du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, moi je vais pouvoir, m'arrêter là. Je vais aller déjeuner puisque j'ai pas eu le temps, encore, et je vous remercie du coup de votre attention. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Ajoutez-moi sur LinkedIn, et je vais faire ce post là dans à peu près 1 heure, et je vous enverrai du coup à toutes et à tous le contenu supplémentaire avec les fameuses questions, à poser. Voilà. À très bientôt tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée.